Bienvenue dans la troisième vidéo où nous allons voir la notion d'héritage et d'encapsulation. Commençons par parler d'héritage. C'est quoi l'héritage? L'héritage est un concept avancé, mais primordial en orienté objet, qui permet de structurer ces classes pour ne pas réécrire le code. Donc, avec un concept de parent et d'enfant, on va pouvoir transférer les attributs et les méthodes dans des concepts similaires mais distincts. Prenons un exemple avec un zombie et une momie. Nous avons une classe zombie et une classe momie. On a déjà vu ça avant, comment créer des classes. On est d'accord qu'une momie et un zombie sont deux créatures qui ont beaucoup de points de similitude. Ils ont des points de vie, ils peuvent recevoir des dégâts, un joueur pourrait les attaquer. On pourrait se dire, on va juste créer une classe pour zombie et momie. Le seul problème, c'est qu'il y a quelques différences. Un zombie, lui, infecte une victime. La momie lance une malédiction à une victime. Un zombie n'a pas les bandages que la momie a. Donc, ça reste quand même deux créatures différentes, mais avec des propriétés en commun. Dans ce cas-là, on va utiliser l'héritage pour éviter de dupliquer ce qui est en commun. Donc, pour éviter de dupliquer le système de points de vie qui est identique dans les deux classes, zombie et momie, il va falloir créer une troisième classe. Une classe mort-vivant, qui va contenir les attributs et les méthodes qui seront en commun. Pour finir, la classe zombie, qui est une classe maintenant enfant, va hériter de la classe mort-vivant, qui est la classe parent. Et on va faire la même chose pour momie. Passons au code et créons la classe zombie, momie et mort-vivant. On se retrouve dans Visual Studio pour pouvoir créer nos trois classes et notre héritage. Pour commencer, on va commencer par créer la classe parent qui est la classe mort-vivant. Donc, classe living dead, avec à l'intérieur une méthode qui va juste afficher un message. Donc dans public void display, et on va afficher living dead. Maintenant, on a déjà vu ça. Si on crée une instance de living dead, on peut appeler la méthode display. Si on exécute, ça nous donne living dead. Nous, c'est pas une instance de living dead qu'on veut. Nous, on veut créer une instance de zombie ou de momie qui vont contenir, eux, la méthode display. Pour faire ça, on va créer la classe zombie. Et pour que zombie puisse hériter de living dead, il va falloir faire un peu comme le constructeur, on met 2 points. Et après, pour pouvoir accéder à la méthode qui est dans public, on met public. Et on met la classe parent, donc living dead. Ici, pour pouvoir avoir accès à tout, on met public. Maintenant, si je crée, au lieu d'une instance living dead, une instance zombie, et que je fais zombie, point, vous pouvez voir que la méthode display s'affiche. Puis elle affiche bel et bien living dead. Si on reformule, ici la classe parent living dead contient la méthode display en public, donc on a accès depuis l'extérieur. Pour pouvoir avoir des classes enfants qui possèdent eux aussi cette méthode, au lieu de devoir copier, coller, on fait tout simplement un héritage avec 2 points, public, le nom de la classe parent. Maintenant qu'on crée une instance, on peut y avoir accès. Faisons la même chose pour la momie. Classe momie qui va hériter les attributs publics de living dead.
et qu'on veut y avoir accès depuis l'extérieur. Maintenant, on peut créer une momie, et on peut afficher lui aussi la méthode qui se trouve dans le parent. Si on exécute, Living Dead s'affiche 2 fois. Maintenant, pour que notre héritage fasse du sens, on va rajouter une méthode pour infecter pour zombie et une méthode pour lancer une malédiction pour momie. Parce qu'un zombie et une momie ont certes des points de similitude, mais ont aussi des différences. Donc dans zombie, on va tout simplement rajouter la méthode infect. Et on va afficher le zombie a infecté une victime. Faisons la même chose pour momie. Ici, on va faire un copier-coller. Et maintenant, la momie lance une malédiction. La momie. Une malédiction. Une victime. Donc maintenant, la classe parent Living Dead contient seulement la méthode display. La classe zombie hérite de la classe parent, donc en public, donc a accès à display, et en plus zombie possède la méthode infect. Et c'est la même chose pour momie. La momie a la méthode public display et en plus a la méthode malédiction. Ici, zombie et momie ne sont pas liés. La momie ne peut pas infecter et le zombie ne peut pas lancer de malédiction. Donc ici, on voit que zombie peut afficher et la momie aussi. Et maintenant, si on fait zombie, point, on peut voir qu'il peut seulement afficher et infecter. Donc on peut faire infect. Et pour la momie, on peut faire curse. Là, si on exécute, ici, on voit que le zombie a infecté une victime et que la momie a lancé une malédiction à une victime. Pour que vous compreniez la puissance de l'héritage, on va rajouter un système de dégâts et de points de vie aux morts vivants. Donc, puisque c'est une caractéristique que la momie et le zombie ont un point commun, on va directement le rajouter dans Living Dead. Donc ici, chaque zombie va avoir des points de vie qui vont être égal à 100 par défaut et ils vont pouvoir recevoir des dégâts. Donc void hurt Mangala damage. Donc ici, tous les morts vivants ont des points de vie par défaut et peuvent recevoir des dégâts. Sans avoir touché à zombie et momie, les deux ont des points de vie et on peut les attaquer. Donc ça, c'est vraiment la puissance de l'héritage. T'en modifies un et tous les enfants sont modifiés. Ce qui permet d'accélérer le code, la production de code, puis pour rapidement rajouter de nouvelles fonctionnalités. Essayons la méthode qu'on vient de créer. Donc zombie.hurt10 et la momie, on va dire que la momie va perdre 25 points de vie. Ici, on va bien évidemment afficher si on affiche, ici il faut mettre momie. Donc maintenant la momie, par défaut, on a dit que tous les morts vivants avec 100 points de vie. La momie a
reçu des dégâts de 25. Donc maintenant, elle est rendue à 75 points de vie. Même chose pour les zombies. Les zombies par défaut à 100 points de vie. Et on lui a fait mal de 10 points de dégâts, donc il est rendu à 90. Donc nos méthodes fonctionnent, l'héritage fonctionne. On a deux classes différentes mais avec en point commun le système de points de vie. Donc maintenant passons à la deuxième partie de l'héritage qui se concentre sur les constructeurs. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté comment faire un constructeur dans une classe. Si vous vous rappelez bien, un constructeur est une méthode spéciale qui s'exécute automatiquement lorsqu'on crée une instance de la classe. Puis on peut utiliser les constructeurs pour instancier des valeurs par défaut dans les attributs ou exécuter des méthodes parallèlement au constructeur. Mais aujourd'hui, dans l'héritage, je vais vous montrer comment hériter avec un constructeur, comment gérer le constructeur dans le cas d'un héritage. Ici, j'ai fait un petit nettoyage dans le code. J'ai tout enlevé le code qui était dans les classes. J'ai seulement gardé le public. Puis dans main, on instancie la classe zombie et momie. Nous, ce qu'on veut, c'est que chaque mort-vivant puisse avoir des points de vie personnalisables. On veut mettre des points de vie lors de la création d'un zombie ou lors de la création d'une momie, peu importe. Puisque c'est une caractéristique similaire entre les deux classes, on va créer ce constructeur dans la classe parent, Living Dead. Donc, comme je vous ai montré, on réécrit le même nom, Living Dead, en parenthèse, en accolade. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des points de vie personnalisés. Donc, on va créer l'attribut Her, qui n'aura pas de valeur, puisqu'on va, ici dans le constructeur, le définir dans le paramètre, puis le relier à l'attribut. Maintenant, notre constructeur est fait. Mais pour que nos zombies et nos momies on puisse rajouter des points de vie, il faut définir un constructeur dans les classes enfants aussi. Donc ici dans zombie, on définit le constructeur. Et dans momie, on définit le constructeur aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est les points de vie. Puisque ça hérite de Living Dead, qui contient le constructeur point de vie, on est obligé de mettre en argument le point de vie. Donc ici dans Zombie, on est obligé de mettre H pour le point de vie, et dans Mommy, H pour le point de vie. Maintenant nos constructeurs, Mommy et Zombie, ne sont pas encore liés à l'attribut Her. Pour pouvoir lier à cet attribut-là, il faut venir mettre nos paramètres dans le constructeur de Living Dead. Donc il y a comme une étape qui se fait en plus. Pour ça, on fait 2 points. Et au lieu de venir chercher Hurt, on va venir mettre Living Dead et mettre le paramètre H. On peut faire la même chose pour Mommy. 2 points. Living Dead H. Maintenant, si on descend un peu, nos zombies et nos momies vont devoir avoir des points de vie par défaut. Donc pour le zombie, on peut lui mettre 100, puis pour la momie, on va lui mettre 150. Ça, c'est la première partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais on veut rajouter des nouvelles caractéristiques pour tous les morts vivants? Parce qu'en effet, on ne veut pas juste définir des points de vie, on veut par exemple définir une vélocité. On veut que nos morts vivants aient une vitesse de déplacement. Mais comme ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo,
ici on fait virgule int v. On relie sur un autre attribut, donc virgule velocity v. Maintenant, notre constructeur a deux paramètres reliés à deux attributs. Faisons la même chose pour les classes enfants. Puisqu'on a dit que le parent contient le paramètre h et v, nous sommes obligés de les mettre ici. Int v, int v, et on met notre paramètre dans le constructeur du parent, donc on met virgule v, virgule v. Si on veut rajouter un autre attribut, c'est pas compliqué, on fait virgule l'attribut qui est relié au paramètre, et ici on rajoute le paramètre, on fait virgule le paramètre. Maintenant, deuxième petite chose à savoir, c'est on va pas toujours vouloir mettre nos attributs ici. Parce que par exemple, une momie, ici on peut mettre nos vitesses de déplacement. Il peut exister un cas où est-ce qu'on veut que la momie ait son attribut qui correspond à une momie. Parce que c'est pas tous les morts vivants qui sont exactement pareils. Le zombie et la momie, certes, ils se ressemblent, mais ils ont des comportements différents. C'est pour ça qu'on a créé deux classes. Ici, par exemple, dans momie, contrairement à zombie, ça pourrait être intéressant de mettre son âge. Ça fait combien de temps qu'il est réveillé. Int year. Donc, on définit l'attribut pour la momie. Ici, quand on veut définir le constructeur, parce qu'on va vouloir ici là, être 10 000 ans, seulement, ça va être seulement possible pour la momie. Pour que ça soit possible, c'est pas compliqué. On rajoute un paramètre pour l'année. Et au lieu de mettre le paramètre dans le constructeur du parent, on relie le paramètre à l'attribut de momie. Donc, on fait virgule year. On a un autre attribut, pas de problème. On fait comme Living Dead, virgule, l'attribut en parenthèse. Maintenant, nos momies, contrairement aux zombies, ont un paramètre en plus. Bon, nous sommes rendus dans la deuxième partie de la vidéo qui est le concept d'encapsulation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'encapsulation? C'est le principe de restreindre un groupe de méthodes ou d'attributs d'accès à l'extérieur ou aux enfants. On va voir trois mots-clés qui vont faire ça. Public, privé, protégé. Donc, premièrement, public. Qu'est-ce que public permet-il de faire? Vous l'avez probablement remarqué dans les précédentes vidéos, on a souvent fait affaire à ce mot-clé. Public, ça veut tout simplement dire qu'on y a accès partout. Ici, sur la page de présentation, le carré mauve représente une classe qui est une classe parent, un peu comme Living Dead. Et le rectangle vert représente une classe enfant qui hérite la classe parent. Quand on met le mot-clé public, eh bien, les attributs et les méthodes peuvent être accessibles depuis enfant. Un peu plus haut, dans le programme principal, on peut y avoir aussi accès depuis l'instance. Donc, le mot-clé public permet de donner l'accès à tout le monde. Le deuxième mot-clé, protéger, protect, permet de garder les instances et les méthodes seulement pour l'héritage. Donc ici, dans la classe parent, on a défini une pomme. Cette pomme peut être accessible via les classes enfants, via un héritage. Cependant, si depuis la classe parent, on crée une instance, on ne pourra pas y avoir accès. Et le dernier mot-clé, privé, private, littéralement dans le sens du terme, garde tout pour la classe. Quand on met des attributs ou des méthodes
en privé, personne via héritage ou à l'extérieur via une instance n'a accès à cette méthode ou à cet attribut. Donc pour résumer, le principal rôle de l'encapsulation permet de protéger les attributs et les méthodes des interactions extérieures. Je vais vous montrer 3 exemples, qui est 3 codes que j'ai écrits qui utilisent les 3 mots-clés. On a le premier code qui représente un gestionnaire d'inventaire. Donc ici on a une classe inventory qui a comme attribut un vecteur de tous les items, un vecteur de string, donc on peut avoir une épée, une pomme ou des bottes. Il y a aussi une méthode open pour ouvrir l'inventaire, donc ça affiche ouverture de l'inventaire dans le terminal, et via une boucle on affiche tous les items qu'il y a dans le vecteur d'items. Un peu plus bas, dans le int main, on crée une instance de inventory inv, et si on voit les commentaires, on a accès à l'attribut all item et à la méthode open. Parce que si on regarde dans la classe, j'ai seulement utilisé le mot-clé public, donc on y a accès partout. Si j'aurais créé un héritage pour une autre sorte d'inventaire, j'y aurais accès aussi. Donc, public donne un accès extérieur à 100% et donne un accès héritage à 100%. Voici le deuxième exemple pour le deuxième mot-clé. Protéger. Protéger peut être utilisé pour, par exemple, mettre des attributs par défaut. Par exemple, dans le code à gauche, j'ai une classe default value qui a 2 attributs par défaut, des points de vie à 50 et une vélocité à 3. Nous pouvons créer un objet zombie, une classe zombie qui hérite de default value. Donc, dans default value, j'ai mis le mot-clé protéger. Donc, quand zombie hérite de default value, on a accès à l'intérieur de zombie à hurt et vélocité. Cependant, si on crée une instance de default value dans le int main et qu'on essaie d'accéder, ça ne sera pas possible. Le mot-clé protéger donne un accès à l'extérieur à 0% et donne un accès aux héritages à 100%. Ici, dans mon dernier exemple, j'utilise le mot-clé privé. Privé, ça garde tous les méthodes et attributs pour la classe. Ici, dans l'exemple, j'ai créé une classe qui s'appelle useless, tout simplement parce qu'elle ne sert pas à grand chose. Définir une classe qu'on peut accéder à rien à l'intérieur depuis l'héritage ou depuis une instance, ça ne sert pas à grand chose. C'est juste pour vous montrer que quand on utilise private, ça garde tous les attributs et les méthodes à l'intérieur de la classe. Dans le int main, quand je fais useless point, j'ai pas accès. Quand je crée un héritage de useless, j'ai pas accès. Private, ça donne un accès extérieur à 0% et donne un accès à l'héritage à 0%. Donc là, vous allez probablement me dire pourquoi utiliser private si jamais ça ne sert pas à grand chose. L'intérêt de l'encapsulation, c'est de mélanger les mots-clés. Ici, dans mon exemple, on pourrait créer une classe qui a juste le mot-clé public. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On pourrait créer une autre classe avec public et protégé, les 2 mots-clés. Donc, on aurait besoin de cacher des attributs à l'extérieur pour donner l'accès à l'héritage. Puis il y a certains attributs qu'on laisse accès à tout le monde. On pourrait mettre aussi public avec private, donc garder des méthodes ou des attributs pour la classe, mais donner accès à tout le monde à certains attributs et classes. Même chose pour protéger avec private. Si on veut, on peut mettre les 3 en même temps. C'est possible. On est de retour dans Visual Studio pour mettre un peu en pratique l'encapsulation avec plusieurs mots-clés.
Donc on va juste créer des petites classes qui vont contenir plusieurs mots-clés d'encapsulation pour vous montrer qu'est-ce que ça fait concrètement. Donc on peut par exemple ici on peut créer des classes un peu de tout. Donc on va créer une classe joueur. On va commencer par ça. On va créer une classe joueur qui va avoir deux choses. On veut que certaines méthodes et attributs soient accessibles depuis l'extérieur et d'autres non. Donc ici on peut par exemple mettre en privé l'identifiant du joueur. Ici, string ID. Parce que ça se peut que dans notre jeu, on veut pas qu'on ait accès, parce que c'est quelque chose qui est important pour sécuriser les données, donc on veut pas qu'on ait accès à son identifiant. Pour que on fasse plusieurs encapsulations, il suffit juste de rajouter un autre mot-clé, public, et tout ce qui est après devient public. Donc on peut faire un void coucou, on peut faire un void action qui va afficher action. Maintenant on a un joueur qui a deux encapsulations. On a une encapsulation privée et un public. Le privé a attribut ID que personne n'aura accès et public, tout le monde a accès. Donc si on crée une instance de joueur et qu'on fait joueur point, on peut remarquer qu'on a juste accès à la méthode action qui fonctionne d'ailleurs. Maintenant, on peut faire d'autres types d'encapsulation. Donc pour illustrer les trois mots-clés public, privé et protégé, on va créer une classe qui va représenter les entités. Donc une classe entité. Maintenant, pour pouvoir utiliser nos trois mots-clés, on fait exactement comme d'habitude. Pour public, on écrit public 2 points. Et tout ce qui est après public est public. Si on veut mettre des méthodes ou des attributs en protégé, on écrit protégé 2 points. Maintenant, tout ce qui est après public et avant le mot-clé protégé est public. Et tout ce qui est après protégé est protégé. Faire la même chose pour private. Donc tout ce qui est entre protégé et private est protégé, et tout ce qui est après private est private. Maintenant, on peut mettre des attributs et des méthodes. Par exemple, en public, on peut savoir c'est quoi le nom de l'entité. Donc un string name qui va s'appeler entité. Ici, si jamais on fait une instance d'entité et qu'on fait point, on a accès à name. Ça, je vous ai montré ça depuis le début. Public, ça donne accès à tout le monde. Maintenant, si jamais on met un attribut qu'on veut pas qu'il ait accès depuis l'extérieur de la classe, mais que depuis les héritages, c'est une information ou une méthode qui est importante. Par exemple, les points de vie. Ici, on veut que toutes les entités aient 100 points de vie et qu'il y ait une méthode pour enlever les points de vie. Nous, depuis l'extérieur, ça ne nous intéresse pas que l'entité puisse avoir des points de vie en moins, tout simplement parce que on veut que ça soit d'autres classes qui le fassent à notre place. Nous, on veut juste appeler des entités, puis que si on veut appliquer des dégâts, ben on met juste en relation deux classes ensemble. Donc pour protéger, si jamais je fais entité point, j'ai accès à aucun attribut et méthode. Si par exemple j'écris vraiment l'attribut pareil, le Visual Studio puis C++ va m'en empêcher. Donc, pour illustrer ça, on peut créer une autre entité pour être par exemple un orc qui va hériter
de entité. Donc, public. Ça ici, ces mots-clés, là, le public ici, c'est la deuxième partie de l'encapsulation. Donc, ça, je vais vous expliquer ça après. Donc, maintenant, org, two-way public, on va avoir accès aux méthodes publiques. Maintenant, si jamais je crée ici un org, et que je fais org, et que je viens chercher des attributs, j'ai seulement accès à name. Parce qu'ici, dans entité, on a seulement dit que on a accès à name depuis l'extérieur. Cependant, ici, les points de vie puis prendre des dégâts. Ici, si jamais on écrit une fonction de base, là, action, eh bien on peut appeler ici hurt. Voilà. Donc j'ai accès à hurt puis au point de vie dans ma classe org parce que c'est en protégé. Cependant ici, quand je fais point, je peux pas avoir accès à ça. Et l'autre cas de figure, c'est pour garder les attributs au sein de la même classe. Donc par exemple, chaque entité, lorsqu'on crée des méthodes, on a besoin d'attributs plus spécifiques seulement dans la classe. Donc je sais pas pour les, je sais pas ici pour enlever des points de vie, on a un calcul à faire pour les points de vie. Puis si on a besoin par exemple de chaque entité pour avoir une force par défaut de par exemple 2, ici dans le calcul on aurait peut-être besoin d'utiliser cet attribut. Donc appeler l'attribut ici string. Donc ici quand on fait entité point, on n'y a pas accès. Puis quand on fait un héritage, on n'y aurait pas accès non plus. Donc ça c'est le rôle des 3 mots-clés. Maintenant, pour que ça soit vraiment plus intéressant, puis pour compléter un peu la partie 1 de l'encapsulation, je vais montrer des vrais cas de figure de vraiment pourquoi on les utilise, ces mots-clés-là. En soit avoir des méthodes, puis des attributs comme ça, c'est bien, mais il y a des façons plus optimales de gérer l'encapsulation que comme ça. Comme je l'ai mentionné avant, un des rôles de l'encapsulation, c'est de sécuriser les attributs. Ici, si jamais vous remarquez dans public, ici j'ai mon attribut name que j'ai directement accès. Si je fais entité.name, si moi je veux, je peux changer le nom, là. Pas une constante. Ça reste un attribut qui peut être changé. Ça peut être dangereux si jamais plus tard dans le programme on change un nom ou je sais pas pour les points de vie. Mettons que les points de vie étaient ici là, en public. Là. Ça m'amuse à prendre les points de vie et faire égal à moins 1000. Mais là ça marche plus. Là. C'est pas sécuritaire. Faut pas qu'on ait accès aussi facilement aux données qui sont assez cruciales pour chaque identité. Pour pouvoir bien utiliser l'encapsulation à son plein potentiel, on va utiliser ce qu'on appelle des setters et des getters. Donc des setters, ça va permettre de setter des valeurs, donc de attribuer une valeur à un attribut. Puis les getters vont permettre de récupérer la valeur sans avoir accès à l'attribut. Donc pour illustrer cet exemple, on va créer, ici on va enlever la classe entité. Et on va créer une classe qui va représenter un inventaire. Inventory. Notre inventaire va avoir en privé l'inventaire. Donc ici on va inclure le vecteur. Donc en privé, on pourrait avoir un vecteur de string qui pourrait être la liste d'items. Donc ici on va dire all items pourrait être égal à rien parce que pour l'instant notre inventaire n'a pas d'item. Ici, grâce à l'encapsulation, j'ai rajouté le mot-clé private. Ici, si on crée une instance de inventory, inv, et qu'on essaie d'accéder aux attributs, on peut pas, on n'a accès à rien. Cependant, pour éviter de mettre ça en public puis de donner un accès 100%, donc chez moi, on peut racheter un item qui est pas permis dans le jeu, par exemple un jeu vidéo, là. Un jeu de Mario, par exemple. Là. Faudrait pas qu'il y ait des projectiles qui n'ont pas été créés dans Mario. Il faudrait contrôler ce qui rentre dans ce vecteur. Donc pour ça, on va utiliser le setter qu'on va mettre en public parce qu'on veut y avoir accès. Puis ça, c'est une simple méthode. Par exemple, set. Ici, vu que c'est un vecteur, on va plus dire add item. Qui prend en paramètre un item.
Et add item, plus qu'il est dans la classe, on a accès à l'attribut all item. On peut faire un pushback de item. Pour que ça ait son intérêt, on va rajouter une condition qui va vérifier si l'item est bon, si c'est un item valide. Par exemple, on peut faire item if item égale à des bots, boot, ou item égale à une pomme, ou un dernier item égale à une épée, sword. Si l'item est valide, on le rajoute dans la liste d'items. Et on crée notre deuxième méthode qui va être pour get tous les items. Get all items. Vu qu'on récupère, ça va être un vecteur de string. Et ce vecteur, on peut tout simplement juste retourner en item. Donc ici, on a créé notre attribut en privé qu'on n'a pas accès depuis l'extérieur. Puis dans le public, on a rajouté deux actions qu'on peut faire avec cette classe. Ajouter un nouveau item. On vérifie si l'item est valide et on le rajoute. Et ici, on récupère tous les items, juste pour pas qu'on fasse inventory.allItem pour récupérer les items, on crée une méthode juste pour ça. Maintenant, si on fait un point, on a accès à nos deux méthodes. On peut add item, ici pour ajouter un item. Donc là, on va dire par exemple des bots. On va créer une boucle. Int i0 plus petit que inventaire get en item et plus. Ouais, 16. Ici, on affiche l'item, donc juste pour afficher tous les items là. Ici nos deux boucles font simplement juste afficher tous les items qu'il y a dans la liste d'items. Donc si on exécute le code, la première boucle s'est effectuée. Vu que notre item par défaut est vide, ça n'a rien affiché. Ensuite, on a rajouté un item qui était valide, boot, qui est bien écrit, donc ça a rajouté dans la liste et on l'a affiché. Si ici je m'amuse, on met une sword, une épée, on met une deuxième épée encore, puis qu'on affiche, ici c'est valide. Cependant, si jamais on mélange des concepts ou par erreur, en écrivant ici Apple, on met un P, ça peut arriver, et qu'on exécute, Apple n'a pas été accepté, c'est juste boot et sword. Donc l'encapsulation, ça permet vraiment de protéger puis d'avoir des classes solides qui peuvent résister aux erreurs humaines là, ou aux erreurs algorithmiques là, de cette façon-là. Maintenant, passons au dernier concept de l'encapsulation. L'encapsulation avec l'héritage. En effet, en C++, lorsqu'on utilise private, protégé ou public avec l'héritage, ça modifie la visibilité des membres de la classe de base dans la classe dérivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on fait un héritage avec le mot-clé public, les membres publics de la classe, donc dans l'encapsulation, les méthodes et les attributs qui sont après le mot-clé public restent publics. Les membres protégés restent protégés et les membres privés, on n'y a jamais accès. Donc, en gros, lorsqu'on hérite avec le mot-clé public, il n'y a absolument rien qui change dans l'encapsulation. C'est neutre comme façon d'hériter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on utilise le mot-clé protégé? Le mot-clé protégé dans l'héritage permet de convertir l'encapsulation publique en encapsulation protégée. Ça garde les membres qui sont protégés en protégés et les membres privés, on n'y a jamais accès non plus. Donc, le mot-clé protégé, contrairement au mot-clé public, permet de convertir les membres publics en membres protégés. Maintenant, passons à l'héritage avec private. Les membres publics et protégés de la classe de base deviennent private dans la classe dérivée. Les membres private de la classe
reste inaccessible. Donc, en gros, lorsque la classe parent a des méthodes privées, on n'y a pas accès. Mais si la classe parent a des méthodes publiques ou protégées, dans la classe enfant, les méthodes et les attributs deviennent privés. Donc, si jamais on fait un héritage avec la classe qui vient d'hériter en private, on n'aura plus accès aux éléments privés. Je vais vous donner un exemple, juste pour que vous compreniez. Ici dans le code, j'ai créé une classe de base avec 3 attributs. Un attribut en public, un attribut en protégé et un attribut en privé. Ici, je crée un héritage pour la classe de base, un héritage public. Avec l'héritage public, on a accès à l'attribut public var, plus qui est dans public. On a aussi accès à l'attribut protect var, vu qu'il est dans protect. Cependant, on n'a pas accès à private, parce que private, ça garde les informations dans base. Maintenant, si on regarde la deuxième classe qui hérite de la même classe base, mais en protégé, lorsqu'on utilise public var, ce qui était précédemment dans l'encapsulation publique, devient maintenant protégé. Donc, ce n'est plus rendu un attribut public, c'est rendu un attribut protégé. Et notre attribut protégé, protect var, reste protégé. Et bien évidemment, on n'a pas accès à l'attribut privé puisqu'il reste dans la classe. Si on fait maintenant un héritage privé, et bien l'attribut public devient un attribut privé et l'attribut protégé devient lui aussi un attribut privé. Et bien sûr, on n'a pas accès à l'attribut privé de la classe de base puisqu'il faut qu'il reste à l'intérieur de la classe de base. Donc, c'était la dernière notion de la vidéo. On peut passer maintenant à un petit exercice qu'on va faire ensemble pour mettre en pratique toutes les notions qui ont été enseignées dans cette vidéo. Maintenant, pour mettre en pratique nos 4 notions, on va créer des classes pour gérer des animaux dans un jeu. Ça se peut qu'on aille un jeu avec des animaux et qu'on a besoin d'un gestionnaire d'animaux. Tout d'abord, créons la classe parent qui va gérer les animaux. À partir de cette classe, on va pouvoir créer différents animaux. Classe animal. Dans la classe animal, on va créer 2 encapsulations. La première, elle va être protégée et la deuxième, elle va être publique. Si on se rappelle bien, ce qu'après le mot-clé protégé jusqu'à public est protégé et tout ce qu'après public jusqu'aux accolades est public. Dans protégé, on va juste mettre une information. C'est quoi cette entité? C'est le string entity type un animal. Depuis l'extérieur, c'est pas très intéressant comme attribut parce qu'on sait déjà en regardant le code que c'est un animal. Par contre, dans le code, avoir accès depuis une autre classe, admettons créer un chien, puis qu'on n'est pas sûr si le chien c'est un animal, ben là on pourrait juste aller chercher le type de l'entité, puis ça nous donnerait que le chien est un animal. Mais depuis l'extérieur, c'est pas intéressant, donc c'est pour ça que je le mets en protégé. Cependant, depuis l'extérieur, il peut être intéressant de donner un nom à l'animal. Si jamais on n'a pas d'autres classes animales, mais qu'on veut un animal par défaut, ben on va lui donner un simple nom. Ça va être ça notre animal. Donc on va créer un autre attribut pour le nom. Et puisqu'on veut donner un nom personnalisé à plusieurs animaux, on va mettre un constructeur animal qui va prendre en paramètre un string pour le nom. D'ailleurs, pour le paramètre, ça j'ai pas fait mention dans l'autre vidéo, mais ici le nom du paramètre peut être le même que le nom de l'attribut. Ici on a relié le paramètre à l'attribut name. Donc maintenant on a accès à name qui est instancié lorsqu'on
créer une instance d'animal, puis on pourra pouvoir l'utiliser un peu partout. Mais nous, ce qu'on veut, on veut pas créer des instances d'animal. On veut créer une instance d'un chien qui hérite de animal. Donc pour ça, on va créer une autre classe, dog pour chien, et cette autre classe va hériter de façon privée d'animal. Qu'est-ce qui se passe quand on hérite de façon privée? Eh bien, lorsqu'on prend le type d'entité et qu'on le met dans chien, au lieu qu'il soit dans l'encapsulation protégée, il va être dans l'encapsulation privée. Donc c'est comme si on avait fait ceci. Comme ça. Puis puisque c'est un héritage, le but c'est pas de copier-coller le code, ça le fait automatiquement. Maintenant, notre chien, puisqu'il hérite d'une classe qui contient un constructeur, il faut lui aussi le mettre le constructeur. Si on se rappelle bien, c'est obligatoire. Donc, on va mettre ici en public un constructeur qui va avoir les mêmes arguments, donc name, qui va être lié au constructeur de animal. Donc, on va pas chercher l'attribut name, on va chercher le constructeur animal, puisqu'il faut que le lien se fasse via le constructeur, c'est comme l'étape intermédiaire. Donc on appelle le constructeur animal et on lui met name. Maintenant notre chien, on va quand même lui rajouter une interaction. On va lui rajouter deux méthodes. La première méthode, ça va être une méthode pour faire un son. Donc make sound, qui va tout simplement afficher le son que fait le chien. Et pour pouvoir utiliser le concept que j'ai très brièvement expliqué, qui est les setters et les getters, pour avoir accès aux attributs via des méthodes et non directement vers l'attribut, on va juste faire ici un std string get name qui va retourner le nom. Parce que si on se rappelle, le nom ici est en public, on ne veut pas avoir accès au nom directement, puis de toute façon, ici, le nom, en ce moment, dans la classe dog, est rendu en privé. Donc on n'y a pas accès depuis l'extérieur de la classe dog. Mais si jamais on veut savoir c'est quoi le nom de notre chien, parce qu'on l'a quand même mis dans le constructeur, on va pouvoir faire un getName pour retourner le nom. Le makeSound, c'est juste une méthode que le chien peut faire. Maintenant, essayons d'instancier nos méthodes. Créons un chien, dog, qui va avoir comme nom, qui va donner le nom de ma chaîne YouTube, donc Vortex. Maintenant, notre instance de type chien qui a comme paramètre un nom. Si on vient chercher les attributs, on a seulement accès à deux méthodes, faire un son ou récupérer le nom. Ici, le type de l'entité est seulement accessible ici dans la classe, on n'y a pas accès depuis l'extérieur ici. Et le nom qui était avant public est devenu privé vu qu'on a fait un héritage privé, donc on n'y a pas accès. Mais avec les setters et getters, on a créé une méthode pour récupérer le nom malgré le fait qu'il est en privé. Vu que la méthode est dans public, on peut récupérer le nom via un intermédiaire qui est la méthode. Donc si le nom du chien est dog.getName et on peut faire un dog.makeSound pour qu'il fasse un son. On exécute le code et voilà. Le nom du chien est Vortex, comme ce qu'on a écrit. Et le chien a fait le son d'un chien, comme on l'a écrit.
Donc ça, c'était l'exercice qui englobe toutes les notions qui ont été vues dans la vidéo. Si vous comprenez pas quelque chose, vous pouvez revoir certaines parties de la vidéo ou chercher sur internet d'autres explications. Mais ça, c'était tout pour ce qui est de l'encapsulation des constructeurs avec l'héritage, de l'héritage entre des classes et de l'encapsulation dans les classes. On se voit au prochain épisode.